Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez intense au cœur de la psychologie humaine. On a en main des extraits d'un monument de la littérature. Absolument. On va suivre un personnage, Raskolnikov, juste après qu'il a commis un double meurtre. Il est au bord du gouffre, complètement fiévreux, paranoïaque, Mhm. et il va enchaîner 3 confrontations qui sont absolument capitales. Oui, et c'est ça l'objectif, on va décortiquer, pas tellement l'intrigue en fait, mais vraiment les jeux psychologiques, les dilemmes moraux, La tension, la tension, voilà, cette tension extrême qui se joue dans ces 3 rencontres. C'est une sorte de triptyque de la conscience, quoi. j'aime bien l'image. On va voir ce personnage mis à l'épreuve par un cynique, ensuite par une foi presque surnaturelle, et puis à la fin par la loi elle-même. C'est une plongée dans ce que la culpabilité fait à quelqu'un, de l'intérieur. Et ça commence très très fort. La première confrontation est franchement dérangeante. Raskolnikov est dans sa chambre miteuse et un homme surgit, Svidrigaïlov, Ah, Svidrigaïlov. l'ancien persécuteur de sa sœur, un personnage sordide. Et il débarque comme s'il était chez lui. L'ambiance devient tout de suite glauque, presque surréaliste. C'est ça qui est fou, il ne vient pas pour s'excuser. Pas du tout. Il vient pour se justifier, mais d'une manière complètement tordue. Il se présente comme une victime de ses propres passions. Oui, avec des phrases incroyables, genre «La raison n'est que l'esclave de la passion». C'est ça. Il admet sa baissesse, mais avec une sorte de détachement ironique. Comment Raskolnikov fait pour ne serait-ce que l'écouter? Je pense qu'il est fasciné par l'horreur. Ce qui est terrifiant avec ce personnage, c'est pas tant qu'il est mauvais, mais c'est qu'il s'ennuie. Il est le point final logique de la philosophie de Raskolnikov, en fait. C'est un miroir, en quelque sorte. Exactement. Raskolnikov a tué au nom de sa théorie des hommes extraordinaires qui ont le droit de franchir les limites. Et bah, Svidrigaïlov, c'est un homme qui a passé sa vie à faire ça, franchir les limites. Et le résultat? Le résultat, c'est pas la grandeur, c'est un vide abyssal. Raskolnikov se regarde en 6 miroirs et il voit ce qu'il pourrait devenir. Un homme pour qui le bien, le mal, ça n'a plus aucun sens. Tout n'est que lassitude. Et pour illustrer ce vide, il se met à raconter des trucs. Hallucinant. Il parle du fantôme de sa femme décédée, Marfa Petrovna. Ah oui, cette scène. Mais là où on pourrait s'attendre à une histoire d'horreur, on tombe dans le trivial, le plus total. Le fantôme lui rend visite pour des broutilles, quoi. C'est ça, elle vient lui reprocher d'avoir oublié de remonter la pendule. Oui, ou pour lui montrer sa nouvelle robe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est fou ou il se moque de lui? C'est toute l'ambiguïté. Mais cette banalité du surnaturel, ça le rend encore plus sinistre. Ça dépeint son monde à lui. Un monde où même l'au-delà est prosaïque, sans aucune grandeur. Et ça mène à sa fameuse vision de l'éternité. Qui est peut-être l'une des images les plus angoissantes de toute la littérature. Il est dit et si, au lieu de l'immensité, il n'y avait qu'une petite pièce, genre un cabinet de bain noirci par la fumée, avec des araignées dans tous les coins. C'est glaçon. L'éternité, c'est pas un châtiment grandiose, c'est juste une pièce sale, étouffante, pour toujours. L'image de son âme, en fait. Tout à fait. Et il continue. Il avoue tout, sans aucune honte. Il a triché aux cartes, il a failli aller en prison pour dette, et il admet lui avoir donné, je cite, 2 petits coups de cravache. Le tout raconté avec une nonchalance. On a l'impression qu'il va bâiller. C'est ça. Et le bouquet final, c'est son offre. Il propose 10 000 roubles à Dounia, la sœur de Raskolnikov, pour qu'elle puisse rompre avec son fiancé. Il essaye de tout acheter. C'est sa seule façon d'interagir avec le monde, la corruption, l'argent. Il veut acheter le pardon. Pour Raskolnikov, c'est insupportable. Lui, il a commis un meurtre au nom d'une idée et il est dévoré par la culpabilité, alors que l'autre, Svidrigaïlov, il a commis 1000 bassesses juste par caprice et il dort sur ses 2 oreilles. Cette rencontre, pour Raskolnikov, c'est la vision d'une transgression sans conscience. Et c'est peut-être pire que le crime lui-même. Il vient de regarder le cynisme absolu dans les yeux. Et juste après ça, après une rupture brutale avec sa famille, il va là, à l'endroit le plus improbable qui soit, Chez Sonia, chez Sonia. Une jeune femme forcée de se prostituer pour nourrir sa famille. On passe de l'opulence corrompue à la misère la plus totale. Le contraste est violent. thème pivot de tout le récit. Raskolnikov, le meurtrier intellectuel, celui qui a tué par orgueil, il va chercher quelque chose chez Sonia, la pécheresse par nécessité. Mais il va chercher quoi au juste? Je pense qu'il y va pour la mettre à l'épreuve. Et à travers elle, mettre à l'épreuve l'idée même de foi, de rédemption.
C'est la rencontre entre le désespoir philosophique et l'espoir spirituel. La scène est d'une tension psychologique folle. Au début, il est presque cruel avec elle. Oui, il la bombarde de questions. Sans issue. Sur l'avenir des enfants, sur sa belle-mère malade. Il la pousse vraiment dans ses retranchements. Et puis, il y a ce geste complètement fou. Il s'agenouille. Il s'agenouille et il lui baise le pied. Ma première réaction en lisant ça, c'était de me dire « c'est encore de l'arrogance ». Comme s'il disait « toi, l'incarnation de la souffrance ». C'est presque condescendant. C'est une excellente lecture, et je pense que cette arrogance est toujours là, oui, en filigrane. Il peut pas s'en défaire. Mais ce qu'il dit juste après, c'est la clé. Il lui dit « ce n'est pas devant toi que je me suis prosterné, mais devant toute la souffrance humaine ». Ah oui. Pour la première fois, il essaye de se connecter à quelque chose qui le dépasse, qui n'est pas sa propre théorie, son propre cerveau. Il voit en elle quelqu'un qui, comme lui, a franchi la limite. Sauf que les raisons sont... Aux antipodes, lui c'est l'orgueil intellectuel, elle c'est le sacrifice, l'amour. Son geste, est-ce qu'il est sincère ou est-ce que c'est une autre posture? Je crois que lui-même ne le sait pas à ce moment-là. Et c'est là qu'il lui fait cette demande, étrange, de lui lire un passage de la Bible. Et pas n'importe lequel. Non. La résurrection de Lazare. On sent que pour Sonia, c'est presque violent comme demande. Le texte dit que ses mains tremblent, sa voix se brise. C'est comme s'il lui demandait de lui livrer son secret le plus intime. C'est ça, la source de sa survie, et le choix de ce passage est lourd de sens, évidemment. Raskolnikov, il se voit pas comme un simple pêcheur, il se voit comme Lazare, un cadavre. Un mort spirituel. Un homme mort spirituellement qui sent déjà mauvais, comme dans le texte. Sa question, c'est pas « est-ce que je peux être pardonné ?», c'est « est-ce qu'on peut revenir à la vie quand on est déjà en décomposition ?» Et la lecture de Sonia, Qui commence de manière hésitante, puis devient fervente, transfigurée. Ça lui montre que pour elle, la réponse est oui. Il ne trouve pas la foi lui-même, mais il entrevoit que c'est possible, qu'il y a une autre voie que le néant de Svidrigaïlov. la scène se termine sur une promesse. Il lui dit qu'il reviendra le lendemain pour lui avouer qui a tué la vieille usurière et sa sœur. Il a trouvé un chemin vers la confession. Voilà. Mais, coup de théâtre final. Pendant toute cette conversation, Svidrigaïlov était caché dans la pièce d'à côté. Il a tout entendu. C'est terrifiant. Ça relie les deux univers, le salut potentiel est immédiatement menacé par le cynisme le plus total. Svidrigaïlov détient maintenant une information qui peut... Détruire Raskolnikov. Exactement. La quête spirituelle est ramenée brutalement sur le terrain du chantage. Donc, il vient d'entrevoir cette lueur de rédemption, mais le lendemain, pas le temps de réfléchir, il est convoqué chez le juge d'instruction Porfir Petrovitch. Il passe d'une possible confession de l'âme à un interrogatoire de la loi. Il entre littéralement dans la gueule du loup. Et le jeu du chat et de la souris qui s'engage est un chef-d'œuvre de psychologie. Il faut bien comprendre. Porphyre n'a aucune preuve. Zéro. Donc pas d'interrogatoire classique. Non. Toute sa stratégie, c'est de créer une angoisse insupportable chez Raskolnikov pour le pousser à se trahir. C'est un pur duel d'intelligence. Ce qui est déstabilisant, c'est que Porphyre n'a pas l'air d'un juge. Il est jovial, il digresse, il parle de son logement, de broutilles. Et au milieu de ça, il glisse des pics mortels. Notamment, il mentionne un article que Raskolnikov a écrit quelques mois plus tôt, la fameuse théorie des hommes extraordinaires. Et c'est là que Porphyre est brillant. Il ne se contente pas de traquer un meurtrier, il débat avec un philosophe. Il a lu l'article où Raskolnikov défend l'idée que certains individus comme Napoléon ont le droit moral de tuer. De transgresser la loi pour une idée supérieure. Voilà. Et Porphyre ne l'accuse pas. Il lui demande de clarifier sa pensée, de réexpliquer la logique même de son crime, mais cette fois devant un représentant de la loi qu'il a bafoué. Il utilise la propre théorie de Raskolnikov comme une arme contre lui. Et puis Porphyre expose sa propre théorie pour attraper les criminels. C'est un passage angoissant. Ah oui. Il explique, en le regardant droit dans les yeux, qu'un criminel intelligent, on l'arrête pas tout de suite. On le laisse en liberté en lui faisant sentir qu'on sait, et l'angoisse fera le reste. Il utilise cette métaphore terrifiante. Comme un papillon autour d'une chandelle, il finira par venir se livrer de lui-même. Il est en train de décrire précisément l'état de Raskolnikov. Et il va encore plus loin, il révèle qu'il sait que Raskolnikov a retourné à l'appartement de la victime après le crime. Un acte irrationnel. Mais il ne le présente pas comme une preuve. Non, au contraire. Il le présente avec une fausse bienveillance, comme un symptôme de sa maladie, de son délire. C'est un piège parfait. Il n'y a aucune bonne sortie. Aucune.
Soit Raskolnikov admet qu'il était délirant, ce qui est une forme d'aveu, soit il prétend qu'il était lucide, ce qui rend sa visite encore plus suspecte. La tension est à son comble. Raskolnikov sent le piège se refermer. Il finit par exploser, il hurle, il tape sur la table en criant « Je ne le permets pas ». On se dit « Ça y est, Porphyre a gagné ». La confession semble imminente. Et là, coup de théâtre total. La porte s'ouvre brusquement et un jeune peintre, Nikolai, entre en trompe dans le bureau et s'accuse du meurtre. Ça sort de nulle part. On a l'impression d'un Deus ex machina. C'est pas un peu une facilité scénaristique, ça? On pourrait le croire, mais c'est ça qui est génial. Le piège de Porphyre, si intellectuel, si logique, si psychologique, il est déjoué par quelque chose de complètement irrationnel. La foi d'un homme simple. Exactement. La foi d'un homme qui veut souffrir pour expier ses propres péchés. La logique pure est battue par le hasard et la ferveur mystique. Le plan de Porphyre s'effondre. Et Raskolnikov a un sursis inespéré. Totalement. Et en sortant, dernière révélation, un artisan l'aborde et s'excuse de l'avoir dénoncé. Et là, Raskolnikov comprend. Il comprend que la petite surprise de Porphyre. Ce n'était pas une preuve magique. Non, c'était juste ce simple témoignage. Toute sa paranoïa d'être devinée par une force surnaturelle. Elle s'effondre. La menace redevient purement humaine. C'est incroyable, en l'espace de 24 heures à peine. Il a été confronté au vide du cynisme avec Svidrigaïlov, il a entrevu une porte de sortie spirituelle avec Sonia, et il a échappé de justesse au piège intellectuel de Porphyre. C'est comme s'il allait traverser 3 cercles de son propre enfer. Chaque rencontre est un miroir. Un miroir qui le force à se regarder. C'est ça. Svidrigaïlov lui montre la dépravation sans remords. Sonia lui montre la souffrance qui peut racheter. Porphyre le confronte à la logique de la société. Et l'aveu de Nikolai lui donne une porte de sortie légale, une chance d'échapper à la justice des hommes. Mais ça ne résout rien. Bien au contraire. Le conflit principal, qui est intérieur, est plus intense que jamais. Et c'est là-dessus qu'on va réfléchir. Ce sursis inattendu, ce coup du sort qui le sauve des griffes de Porphyre, est-ce une véritable chance de liberté ou est-ce en réalité une malédiction? Est-ce que ça ne fait que prolonger son tourment, en le laissant seul, encore plus longtemps, face à une conscience qu'il ne peut plus fuir? En d'autres termes, que vaut une absolution extérieure quand la condamnation intérieure, elle, est déjà prononcée?